Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au sujet de l'air comprimé. Du coup, c'est une session qui va être enregistrée. Je suis en train de vérifier si on a bien tout qui est lancé. Je crois que oui. Cathy, je te laisserai vérifier. Oui. Du coup, je me présente Agnès Ballogna, chargée de mission environnement à la CCI de la Drôme. Je co-animerai ce webinaire avec ma collègue Cathy Casaligi de la CCI Nord-Isère, que vous devez normalement voir à l'écran. Bonjour à tous. Et nous remercions Monsieur Montélimar de la société Airflux d'être également présent pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, nous serons une trentaine de participants. Je suis en train de regarder, il en manque encore un certain nombre. On va attendre encore un tout petit peu. Donc, ça monte tout doucement. On a à peu près la moitié des personnes. Ah bah ça monte encore. Alors, j'espère que tout le monde nous entend bien. S'il y a le moindre souci, vous pouvez utiliser le chat ou les questions. Là, je vois rien de spécial qui arrive. Sachant que je fais une petite précision, le chat, ça peut être mieux si vous avez le choix entre questions ou chat, parce que le chat, je crois que tout le monde peut le voir. Donc Agnès, Monsieur Montélimar et moi-même, du coup, c'est peut-être plus simple. Après les questions, donc comme on le disait Agnès, je m'occuperai du coup de regarder les questions et d'essayer de les retransmettre à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de connectés. On va encore attendre un tout petit peu. Alors, le temps que tout le monde se connecte, je vous propose de démarrer l'introduction. Ça laissera à tout le monde le temps de régler les petits aléas techniques. Donc, ce webinaire est donc co-organisé par la CCI de la Drôme et la CCI Nord-Isère. Donc, comme je vous le disais à l'instant, nous serons une trentaine de personnes. Donc, pour le confort de tout le monde, en fait, vos micros sont coupés, c'est normal. C'est vraiment pour éviter les interférences et tous les bruits parasites. Comme l'a dit Cathy, vous pouvez poser vos questions via le chat ou via le bloc questions. Et puis, dernière précision, on vous enverra les diapos qui seront donc présentées aujourd'hui. Ensuite, je vous ferai un rapide point sur le programme Optime Énergie proposé par les CCI aux entreprises et je vous rappellerai les objectifs de ce webinaire. Et ensuite, je laisserai la parole à Monsieur Montélimar de la société Airflux. Puis nous passerons au temps des questions et des échanges avant de conclure. Donc, Optime Énergie, c'est une opération régionale financée par l'ADEME et l'idée, c'est vraiment de proposer aux entreprises un bouquet de services selon leurs besoins, notamment des visites énergie qui sont gratuites car déjà cofinancées par l'ADEME et la CCI. Donc, le format, c'est une demi-journée de rendez-vous en entreprise pour faire le point sur vos consommations et vos pratiques au quotidien. Et donc, cette visite fait l'objet d'un rapport avec des préconisations, également un tableur qui traite vos données de consommation qu'on vous laisse. Ensuite, on vous propose de participer à différents événements d'information, notamment des webinaires et des ateliers.
Et puis, encore une fois, selon vos besoins, on peut vous accompagner dans tous vos projets, sachant qu'on a référencé un certain nombre de prestataires qui interviennent sur le sujet de l'énergie sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit rappel sur les objectifs de ce webinaire. L'idée, c'est vraiment de vous donner des notions de base sur l'air comprimé et sur tous les équipements. Vous donner des chiffres clés, des bonnes pratiques. Il y aura aussi 2 success stories en entreprise, hein, donc des cas réels qui vous seront présentés. Et on voulait également vous faire un point sur les aides financières mobilisables sur le sujet de l'air comprimé. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Montélimar. Alors, le temps de basculer. Bon, du coup, je précise qu'a priori, tout le monde nous entend bien. J'ai posé la question, j'ai des retours plutôt positifs avec quelques coupures de son, mais a priori, ça va. Voilà, et donc je passe la main à Monsieur Montélimar. Le temps que ça se connecte. Voilà, on voit vos diapos. Est-ce qu'on est sur la bonne page ou non? On est sur la première page, par contre, on voit les commentaires. On n'est pas en plein écran. Ok. Voilà. Donc ceci, c'est bon? C'est parfait. Parfait. Alors déjà pour me présenter, oui, donc moi je suis Mathieu Montélimar, je suis le chef des ventes chez Airflux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. À savoir, Airflux, nous sommes une entreprise spécialisée dans l'air comprimé, à la fois dans la vente de compresseurs et tout ce qui est suivi maintenant, c'est dépannage, ainsi que l'optimisation chez nos clients. Et on a une couverture nationale, ça nous permet d'avoir une certaine proximité chez nos clients. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter ce webinaire sur l'optimisation de l'air comprimé, qui est un sujet qui est assez vaste, et donc qui est en partenariat avec les chambres de commerce Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, tout d'abord, on va regarder quels sont les points d'information que vous pouvez avoir. Comme le sujet est vaste, si vous avez besoin d'informations, savoir où les piocher. On parlera des sujets d'optimisation dans un deuxième temps. On va parler de l'optimisation sur la production d'air comprimé, sur les fuites dans une usine, sur la récupération de chaleur. Voilà à peu près les 3 grands axes qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis, on parlera du dispositif des C2A, qui est un dispositif aujourd'hui qui vous permet d'avoir des aides pour vous aider à investir. Et puis, on finira par quelques success stories pour vous mettre un peu dans le jus, voir un peu ce qu'on peut faire en fait dans la comprimée. Alors, en information à disposition, il y a un site qui est très bien fait, qui est celui de l'ADEME, facile d'accès, sur www.adem.fr. Ce site, vous avez énormément d'informations, d'optimisation dans tous les domaines. Donc, pas que dans l'air comprimé, mais aussi dans l'eau glacée, dans la ventilation, dans le pompage, enfin dans tous les domaines aujourd'hui, dans l'industrie, où vous pouvez faire des économies d'énergie. Donc là, on a aussi un guide pratique que vous pouvez télécharger sur l'ADEME, qui est le guide pratique de l'air comprimé. C'est un guide qui a été réalisé en 2014, qui est assez complet, et ça vous permet de vous donner quelques éléments déjà sur l'air comprimé pour bien le connaître. Mais il faut savoir aussi que l'ADEME, ils ont réalisé des affiches qui sont très ludiques, vous montrant les éléments, puis toutes les parties dans une centrale d'air comprimé, par exemple, où vous pouvez faire des économies d'énergie. Alors, ils ne le font pas que sur l'air comprimé aussi. On a des affiches sur l'eau glacée, on a des affiches sur la ventilation, sur le pompage, toujours pareil. Mais c'est très simple en entreprise pour les imprimer et les mettre à disposition. Et vous allez voir, même chez nous, dans les bureaux, on retrouve ces éléments-là. Parce qu'on a beau être expert dans le domaine, il y a toujours des petits points de rappel sur des éléments qui sont intéressants à trouver sur ces affiches. Donc aujourd'hui, on va parler d'optimisation. En soi, ça concerne tous ces éléments-là, mais on n'aura pas le temps de tout aborder. On va aller au plus simple. Aujourd'hui, on va parler de la partie compresseur, purement. On parlera des fuites sur les usines.
on parlera de la récupération de chaleur sur les compresseurs, et puis on abordera le sujet du comptage. Donc pour la partie production d'air, alors déjà on va sortir quelques chiffres clés, pour aussi un peu cerner l'étendue du sujet. En 2010, il y avait une étude qui a été menée par le CERN concernant les consommations électriques dans l'industrie. À savoir qu'en fait, en France, on consomme 83 TWh pour faire tourner des moteurs électriques. Et l'air comprimé, le sujet à lui tout seul, la production d'air comprimé, représente 9 TWh. Donc l'air comprimé, au sens national du terme, pèse pour plus de 10% des consommations électriques des moteurs tournants. Donc c'est un sujet qui est très important en termes d'optimisation. Il y a à l'époque L'Oréal qui avait fait un sujet en travaillant leur consommation électrique sur l'ensemble de leur site, et il s'avère que l'air comprimé pèse pour 20% de leur consommation électrique. Donc c'est encore plus important pour les entreprises industrielles comme L'Oréal. Et puis on se rend compte aussi que dans certains milieux, comme la mécanique générale, comme le décolletage par exemple, ce sont des milieux qui sont pas qui consomment pas énormément d'énergie électrique pour leur machine, et simplement l'air comprimé peut peser jusqu'à 40% de leur consommation électrique. Donc dans ces milieux-là, c'est clair qu'aujourd'hui l'optimisation est vraiment mise en avant. À savoir qu'Airflux accompagne les entreprises dans l'ISO 50001, et souvent on repère que l'air comprimé arrive dans les 3 gros consommateurs d'une usine, et c'est des sources qu'on peut faire des optimisations. Alors, en soi, comment se répartit le coût de l'air comprimé? Dans un mètre cube d'air, vous avez grossièrement 15% du coût de l'air comprimé qui est lié à l'investissement sur le compresseur. Vous avez acheté un compresseur, vous l'amortissez, et naturellement, ça a un impact dans votre coût de l'air comprimé. Et vous avez aussi 10 à 15% du coût de l'air comprimé qui est lié à l'entretien de ce compresseur-là. Donc en soi, le compresseur et l'entretien, ça pèse pour 30% du coût de l'air comprimé. Donc il reste 70 à 75% restant, ça reste l'énergie. Donc les kilowatts absorbés par votre compresseur pour faire ce mètre cube d'air. Et donc c'est là où il y a il faut mettre tous les moyens en œuvre pour essayer d'optimiser au maximum. En règle générale, dans notre métier, on dit qu'on peut faire économiser à peu près 21%. On peut faire 21% d'économie sur le coût de l'air comprimé, en accent essentiellement sur la partie énergie. Donc on parle d'air comprimé, mais en soi, qu'est-ce qu'une centrale d'air comprimé? Alors, je vous ai mis un petit schéma d'une centrale type de production d'air comprimé. Vous avez ici sur le schéma, en numéro 1, bien sûr, le compresseur, on va dire la caisse noire qui vous fait de l'air, celle qui absorbe l'énergie. Vous avez en numéro 2 sur ce schéma la grille d'insufflation. Pourquoi on y apporte de l'importance? Parce que dans notre milieu, aspirer de l'air frais est important pour le rendement du compresseur. Donc on va faire une petite parenthèse là-dessus. En numéro 3, vous avez la gaine de refoulement d'air du compresseur. C'est aussi important parce qu'on peut faire de la récupération d'énergie, la récupération de chaleur du compresseur. Et on verra après que c'est un élément qui est aussi important à mettre en œuvre. Et puis après, sur le schéma, bien sûr, vous avez la cuve de stockage d'air en numéro 4. En 6, 7 et 8, vous avez la partie traitement d'air. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il y a des sources d'optimisation aussi, mais ce n'est pas les plus flagrantes. Et vous avez en 5 et 9 tout ce qui est traitement des effluents d'une centrale. Ce n'est pas le sujet du jour non plus, on n'en parlera pas forcément. Dans l'air comprimé, on va dissocier, ce qui est important, on va dissocier 2 types de compresseurs. On reste toujours dans la catégorie de compresseurs à vis, on va dire 90% des industriels sont équipés comme ceci. Mais dans le compresseur à vis, on va dissocier 2 types de compresseurs. Le premier qu'on appelle vulgairement TOR, qui veut dire tout ou rien. Le compresseur tout ou rien, c'est un compresseur en fait qui se met à pleine charge pour atteindre la pression demandée. Et une fois que la pression est atteinte, il se met, ce qu'on appelle en marche à vide. C'est-à-dire que le moteur tourne,
le bloc vis continue à tourner. Simplement, on ferme un clapet d'aspiration pour que l'air ne passe pas et on attend que la pression décroche sur votre réseau pour qu'il se remette en pleine charge. Et puis, il y a une deuxième typologie de compresseur qui est le compresseur à vitesse variable. Et le compresseur à vitesse variable, dans la même philosophie, il se met à pleine charge pour atteindre la pression demandée sur le réseau. Et simplement, c'est qu'une fois qu'il atteint sa pression, on fait varier la fréquence du moteur avec le variateur de vitesse pour ralentir la vitesse de rotation du bloc vis et ainsi de suite, et ainsi, réduire sa production d'air. Donc, naturellement, la pression va se mettre à décrocher doucement et quand elle décroche, on réaccélère le moteur. Donc, c'est un compresseur qui va lisser ses consommations énergétiques en fonction du besoin de l'usine. Donc, avantage et inconvénient de chaque solution, un compresseur tout ou rien, en soi, il est moins onéreux parce que vous n'avez pas le variateur de vitesse à acheter. Mais il faut savoir que c'est le compresseur tout ou rien qui a le meilleur ratio énergétique lorsqu'il est en pleine charge. La problématique, c'est lorsqu'il se met en marche à vide et qui est en attente pour produire de l'air, ce compresseur-là, il vous consomme à peu près 50% de cette puissance pour ne rien faire, alors qu'il est en attente. Contrairement au compresseur à vitesse variable, lui, son avantage, c'est de pouvoir adapter sa consommation électrique en fonction de votre besoin d'usine, en consommation d'air. Il vous permet d'avoir une pression plus stable sur le réseau, vu qu'il décroche la pression il réaccélère ou il ralentit pour vraiment stabiliser sa pression. Vous avez une pression qui est beaucoup plus stable en sortie de compresseur. Par contre, naturellement, le variateur de vitesse est onéreux et le variateur de vitesse en soi consomme à peu près 3% de la puissance du compresseur. Donc c'est bien parce qu'il se lisse, mais en soi, si on utilise un compresseur à vitesse variable à 100% de sa charge, il aura un moins bon ratio qu'un compresseur tout ou rien. Donc maintenant qu'on a fait le distinguo entre les deux compresseurs, le tout ou rien ou vitesse variable, on va essayer d'estimer un coût énergétique. Alors, en soi, comment calculer le coût énergétique sur un compresseur tout ou rien? C'est assez simple. Vous avez besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est relever le compteur sur le compresseur. Donc, vous avez des compteurs sur les plaques cinétiques, sur les afficheurs des compresseurs, et vous allez retrouver, comme dans l'exemple ici sur la diapo, différents compteurs. Donc là, on voit 42 000 et 34 000 sur le compteur. 42 000, c'est le nombre d'heures total de compresseur. Donc c'est le nombre d'heures où le moteur et le bloc vis sont tournés. Et 34 000, c'est le nombre d'heures en charge du compresseur. C'est-à-dire que c'est le nombre d'heures où il a produit de l'air. Donc c'est pas parce qu'un compresseur tout ou rien tourne, on l'entend tourner, qui fait forcément de l'air. Vous allez avoir besoin d'un deuxième élément pour calculer votre coût énergétique. Ça va être sa plaque signalétique, qu'on retrouve aussi sur le compresseur. C'est assez simple. Vous avez tous les éléments du compresseur de base. À partir de ça, c'est très très simple de calculer votre coût énergétique. Il vous suffit de prendre le nombre d'heures en charge du compresseur, ici 34 000 heures, que vous allez multiplier par la puissance du compresseur. On ne voit pas très bien, mais là c'est un 55 kW par exemple. Et vous allez le diviser par le nombre d'années de fonctionnement. Donc ce compresseur est de 2003. 2019 moins 2003, vous êtes à 13 ans. Ça vous fait un total de 116 875 kWh annuels. C'est-à-dire que votre compresseur, dans cet exemple-là, il a besoin de 116 875 kWh pour produire de l'air comprimé. Toujours est-il, on a parlé de la marche à vide. Et comment on calcule la marche à vide? Simplement, on va prendre le nombre d'heures de marche à vide, donc c'est le delta entre le nombre d'heures totales et le nombre d'heures en charge. Donc là, 42 000 moins 34 000, ça vous fait 8 000 heures de fonctionnement en marche à vide, qu'on va multiplier par la puissance absorbée en marche à vide. Cette puissance absorbée, c'est la puissance du compresseur divisée par 2. La diapo d'avant, on a dit qu'il consommait à peu près 50% de sa puissance en marche à vide. Donc là, on fait 55 kW divisé par 2. Et on va diviser par le nombre d'années de fonctionnement, comme on l'a fait sur le calcul du précédent.
et on se retrouve ici, dans cet exemple-là, à 13 750 kWh annuels. Donc, on a facilement calculé le coût que représente énergétiquement ce compresseur entre la charge et la marche à vide. Le total, c'est ce que ça vous coûte à l'année, et la partie marche à vide, c'est votre piste d'optimisation. C'est comme ça que vous allez savoir si, le volume d'économie que vous pouvez faire en cherchant une meilleure solution d'optimisation sur vos compresseurs dans le fonctionnement. Il y a une deuxième façon aussi de voir les choses, c'est calculer votre taux de charge. Alors, naturellement, vous prenez votre compteur avec votre nombre d'heures total et votre nombre d'heures en charge. Et votre taux de charge, c'est simplement votre nombre d'heures en charge divisé par le nombre d'heures totales, vous multipliez par 100 parce que c'est un ratio. Et du coup, vous allez tomber dans l'exemple ici sur 81% de taux de charge. Comme ça vous donne déjà un aperçu sur un compresseur tout ou rien, si ce compresseur-là est bien chargé ou pas bien chargé, et naturellement, si vous allez pouvoir faire des économies en le remplaçant par une autre solution. Alors vous allez me dire, là c'est bien, on a mis des calculs en place, on sait comment calculer le coût énergétique d'un compresseur tout ou rien, mais comment on fait quand on est sur un compresseur à vitesse variable? Et là, c'est, entre guillemets, un peu plus compliqué. Parce que je viens de vous projeter des courbes de variation de vitesse. C'est-à-dire qu'un compresseur à vitesse variable, il n'a pas forcément le même ratio en fonction du débit qui va sortir. Je m'explique. Sur la courbe que vous avez ici en visuel, vous avez en abscisse le débit du compresseur et on a donné ça, son ratio énergétique, sa puissance spécifique absorbée au moment où il produit l'air. Et on se rend compte que le compresseur, quand il a basse vitesse, il a un ratio énergétique qui est très mauvais. Plus il va accélérer, plus il va avoir un bon ratio énergétique. Et puis plus il va aller au fond, au retranchement dans sa production d'air, à 100% de sa charge, par exemple, et bien là, son ratio va se redétériorer. Et on peut voir aussi, j'ai mis deux courbes, parce qu'en fait, j'ai mis deux marques différentes. On a pris un certain compresseur, et dans la même gamme, dans la même puissance, un autre type de compresseur. Donc en fonction de la marque du compresseur, de la puissance, de son taux de charge, et ben, le ratio énergétique du compresseur ne va pas être le même. Et là, la vraie question, c'est comment sait-on si on a un bon ratio énergétique, si on a une bonne consommation énergétique pour produire de l'air, et s'il y a une piste d'optimisation. Et ben, la seule vraie réponse à ça, comment chercher, c'est lancer un audit énergétique sur votre centrale. Donc, c'est des prestations qui se font aujourd'hui très simplement, très facilement. On va mesurer votre centrale et on va vous sortir des courbes qu'on a ici à l'écran, avec ici en bleu la production d'air, votre débit consommé par l'usine, en rouge la puissance absorbée par votre usine, et naturellement ici la courbe en verte qui est au-dessus, c'est votre ratio énergétique, combien on consomme de watts pour faire un mètre cube d'air. Et on se rend compte que naturellement vous avez un ratio qui varie dans la semaine en fonction de vos productions d'air. Si vous produisez moins d'air ou plus d'air, on a bien vu sur les courbes d'avant que le ratio n'est pas forcément optimisé à tout moment. Donc, quand on lance des audits, on arrive à retrouver ce genre de courbe-ci, où vous avez tous les points de mesurer en fonction du débit sorti et de l'énergie absorbée pour vous sortir un ratio énergétique. Et quand on lance des audits, naturellement, on va vous sortir des rendements énergétiques. Combien on consomme de watts pour faire un mètre cube d'air. Donc là, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on est sur une centrale qui consomme 132 watts pour faire un mètre cube d'air. Ce client-là est en catégorie C. Et naturellement, on peut essayer, nous, de le faire évoluer pour faire passer en catégorie B ou en catégorie A. En soi, ce qui est déjà important à connaître, là on est en train de la technique purement, ce qui est important à connaître, c'est quelles sont les bonnes pratiques, surtout sur la comprimée. Alors, un premier élément de base que tout le monde devrait connaître, c'est qu'il faut
régler la pression de service d'une centrale d'air comprimé le plus bas possible. Il faut savoir qu'un bar de pression représente 7% d'énergie. C'est-à-dire que plus vous allez descendre en pression au niveau de votre centrale, plus vous allez économiser en énergie. C'est très régulier qu'on retrouve des entreprises qui ont acheté des compresseurs en 10 bars, par exemple, qui jouent du qui peut le plus, peut le moins, parce que c'était la philosophie de l'époque, à dire bah, j'ai 10 bars, ça fera toujours mieux que travailler à 8 ou à 7 bars. À savoir que chaque élément a été dimensionné, chaque élément qui utilise l'air comprimé ont été dimensionnés en fonction de leurs besoins. Et pour ceux qui utilisent des soufflettes, naturellement, 4 bars de pression suffit pour une soufflette. Pour toutes les machines qui ont des vérins et des distributeurs, 6 bars de pression suffit largement pour ces appareils-là. Donc, essayez de descendre au maximum vos pressions en sortie de centrale d'air comprimé en reprogrammant vos compresseurs. Vous ferez des économies d'énergie. Deuxième élément qu'on retrouve souvent, il y en a pas mal d'entreprises qui laissent tourner leur compresseur 24 heures sur 24, alors qu'ils tournent qu'en 2 postes ou un seul poste. Naturellement, il faut essayer d'arrêter vos compresseurs en période d'inactivité pour éviter de faire tourner vos compresseurs pour les fuites de l'usine, tout bêtement. Et à savoir que la plupart des platines électroniques des compresseurs aujourd'hui permettent des horlogers. Et si elles ne le permettent pas, on peut rajouter des horloges aujourd'hui qui viennent piloter directement le compresseur pour qu'il se mette en cycle de marche à vide et puis qui s'arrête au moment où vous n'en avez pas besoin. Troisième élément aussi à connaître, c'est essayer de voir vos consommations. On se rend compte sur certaines usines qui tournent en plusieurs postes, par exemple qu'elles ont 2 postes de journée qui sont très chargés parce que toutes les lignes de production sont en fonctionnement, et puis par exemple qu'elles ont un poste de nuit qui consomme moins d'air. Dans ces situations-là, il est bien d'avoir différents compresseurs, avec des compresseurs bien dimensionnés pour le besoin de nuit. Et sur certaines usines, il nous arrivait même d'isoler les branches du réseau avec des clapets anti-retour et faire en sorte que pour la nuit, on ait un compresseur dédié pour ça. Et on arrête de gonfler tout le réseau pour éviter qu'on produise de l'air pour les fuites. En termes de conseils, on peut aussi vous préconiser de respecter correctement les périodicités et les préconisations de maintenance des compresseurs. Parce qu'en soi, un compresseur bien entretenu, c'est toujours des économies d'énergie. Ça évite l'encrassement, par exemple, des filtres à l'aspiration, ça évite l'encrassement des filtres d'huile à l'intérieur du compresseur, ça évite une usure prématurée de l'huile et du coup une mauvaise viscosité de l'huile qui permet d'avoir un mauvais rendement énergétique. Donc, un compresseur bien entretenu, naturellement, c'est des économies d'énergie parce que c'est un compresseur qui fonctionne bien mieux en fait et qui aura un meilleur ratio. Et puis, un point qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est aussi important, c'est s'assurer que le compresseur respire de l'air frais. En soi, à savoir que lorsqu'on gagne 3 degrés sur l'aspiration, donc on diminue de 3 degrés la température d'aspiration au niveau du compresseur, et c'est 1% d'économie d'énergie fait au niveau du compresseur en lui-même. Donc, très régulièrement, on se retrouve avec des compresseurs qui sont dans des locaux à part, qui ne sont pas gainés forcément, et du coup, on a des montées en température l'été. Il faut essayer au maximum de bien jouer sur l'insufflation d'air pour faire en sorte que le compresseur respire le maximum d'air frais. C'est assez vaste, on a parlé vraiment de la production d'air comprimé. On va faire maintenant un petit laïus sur les fuites d'air comprimé. Parce que c'est pas tout produire, mais on va essayer de ne pas produire pour rien. Alors à savoir que régulièrement, on constate que 34% des productions d'air sur votre centrale d'air comprimé, vous mettez 34% de l'air produite qui part pour les fuites. 43% qui sont vraiment liés à la consommation des équipements pour votre usine. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a 16% des consommations d'air qui sont inappropriées. Des personnes qui utilisent l'air pour souffler dans des armoires électriques, par exemple, ou pour faire des choses qui ne sont pas forcément appropriées dans le milieu. On pourrait changer pour des systèmes un peu
un peu moins d'énergie. Il y a aussi 5% de l'air qui est lié, 5% des consommations qui sont liées pour les purges, parce qu'on a pas mal de purges au niveau de bloc, au niveau du réseau, au niveau de la centrale d'air comprimé, des purges à tout niveau, donc on a souvent des purges d'air. Et puis on constate aussi qu'on a 2% de la consommation d'air qui est liée à des purges défaillantes, donc des purges qui restent un peu ouvertes, et des fuites d'air en permanence. Alors les fuites en soi, les 34%, comment les quantifier? On va revenir sur un élément, toujours pareil, c'est l'audit. Alors on peut auditer, nous à la fois en tant qu'entreprise extérieure, votre système et voir se focaliser un peu sur les fuites. Et vous pouvez aussi vous auditer en interne vos compresseurs. Si vous avez un compresseur tout ou rien, calculer son taux de charge au moment où l'usine est à l'arrêt. Et ainsi, vous allez avoir votre puissance consommée de compresseur pour les fuites. Alors là, sur l'audit que vous avez ici, sur la présentation, on voit une entreprise qui a tourné lundi, mardi, mercredi, jeudi et le samedi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi de façon classique, et le samedi qui a consommé un peu moins d'air. Et puis on se rend compte, on a fait chez ce client-là, on a forcé en fait les compresseurs à démarrer 2 journées un peu plus tôt. Donc le jeudi et le vendredi, ces compresseurs ont démarré un peu plus tôt, 1 heure avant, pour voir en fait la consommation de l'usine lorsque l'usine est à l'arrêt. Là, c'est flagrant chez ce client-là. On est sur 800 mètres cubes heure de consommation d'air, alors que l'usine monte à un maximum à 1400 mètres cubes heure. Donc on est presque à 60% des consommations d'air qui sont liées aux fuites. Donc là, ici, on est sur entre guillemets un mauvais élève, ou inversement, chez un client qui a beaucoup d'optimisation à faire, à aller chasser des fuites sur son réseau. À savoir que les fuites, il y a quelques abats qui existent comme ceci, qui vous permettent de vous rendre compte du coût d'une fuite. Donc ici, sur ce petit tableau, on voit la pression, c'est en fonction de la pression, les fuites. Donc on est sur une pression de 6 bars, les différents diamètres de fuite qu'on peut retrouver. Et par exemple, si on prend au maximum à 6 bars, un trou de 2 mm, ça vous fait une fuite de 13,5 mètres cubes heure. Et naturellement, ramené à l'année, ça vous fait une consommation de l'ordre de 2500 euros, 2345 euros justement. On va être à 2500 euros d'énergie consommée juste pour une fuite de 2 mm. D'où l'importance vraiment d'aller faire un travail sur les fuites parce que c'est un coût qui est non négligeable. Alors, que nous dit l'ADEME sur les fuites? Alors, l'ADEME, dans le gros graphe qu'on a vu au départ, ils nous disent chercher et colmater les fuites de manière régulière, au moins 1 fois par an. Les fuites sont responsables d'un gaspillage important, fréquemment autour de 40 à 50% de la consommation globale. Il est important de voir dans cette phrase-là le côté régulier. On dit dans notre métier qu'une fuite, elle est récurrente à 6 mois. Donc naturellement, si vous ne faites pas des chasses de fuite minimum 1 fois par an, vous allez amplifier votre facteur de fuite et du coup, il va faire des compresseurs plus gros et des consommations d'énergie qui vont partir énormément pour les fuites. Et puis Adam nous dit aussi remplacer les matériels générateurs de fuite, les flexibles par exemple. On se rend compte quand on fait des campagnes de chasse aux fuites que les éléments qui perdent le plus naturellement, ce sont tous les flexibles de raccordement entre le réseau et la machine, ou le flexible jusqu'à la soufflette par exemple, ou les petits bocs FRL qu'on retrouve en entrée de machine qui, en vieillissant, fuient un peu dans tous les sens. Donc, ce sont des éléments qui ne coûtent pas très cher et qu'en remplaçant régulièrement, vous amortissez largement le matériel parce que vous faites des économies d'énergie au niveau de la centrale d'air. La vraie question, c'est comment chasser les fuites. Alors, première chose, il faut faire des campagnes de chasse aux fuites régulières. Et on dit dans notre milieu que 50% des fuites se chassent à l'oreille. Donc il faut trouver un moment où l'usine est à l'arrêt et qu'on ait une équipe dédiée en interne qui fasse le tour des équipements. Et à l'oreille, on entend l'air partir du réseau. Et on va travailler sur ces fuites. Donc le gros du travail il est ici. Après, si on veut aller chercher un peu plus loin dans les fuites, il existe aussi des appareils à ultrasons aujourd'hui. Donc soit vous pouvez acheter pour faire des campagnes de chasse aux fuites en interne dans vos structures,
Mais comme tout appareil de mesure, il faut qu'il soit étalonné et suivi. Vous pouvez aussi faire passer des professionnels de notre type où on va vous vendre une prestation de chasse aux fuites avec un technicien qui va suivre les réseaux, qui va identifier les fuites et qui va les quantifier en termes de volume. Comme ça, vous pouvez facilement chasser vos fuites avec un rapport qui sortira après cette mesure-là. Voilà pour la partie fuite. On va essayer de passer brièvement sur la partie récupération de calories. Alors pour la récupération de chaleur sur les compresseurs, il faut savoir tout de même qu'un compresseur sur 100 kW absorbés, on a 96 kW qui partent sous forme de chaleur. Donc on va dire qu'on a une énergie possible récupérable qui est énorme. C'est vraiment une grosse chaudière qui produit un peu d'air comprimé. Alors différents types de récupération, naturellement, tout le monde connaît le gainage été-hiver. On met une gaine sur le compresseur, on souffle dans l'atelier d'hiver pour récupérer ses calories, et on souffle à l'extérieur l'été pour essayer de ventiler le compresseur qui se refroidisse au maximum. Mais il existe aussi d'autres types de récupération, comme des échangeurs que les constructeurs vous proposent à l'achat d'un compresseur. Ce sont des échangeurs qu'on met directement dans les machines, et on peut faire circuler de l'eau, du chauffage par exemple de votre usine, dans ces échangeurs-là pour récupérer les calories et les racheter à votre usine. Et puis il existe aussi une troisième typologie de récupérateur. Donc là, par exemple, l'écosphère, qui est un produit que nous avons breveté. L'écosphère est le même principe que l'échangeur du constructeur. Simplement, on a la pompe de circulation intégrée, du pilotage un peu intelligent pour maximiser le transfert de calories dans l'usine et vous garantir un ratio, une récupération maximale de calories dans l'usine. Donc on va voir simplement les avantages et inconvénients des différentes solutions. Pour la gaine, c'est assez simple. Mettre une gaine sur un compresseur, c'est la solution la moins onéreuse qui existe sur le marché aujourd'hui. Toujours est-il, il faut faire attention à plusieurs éléments. Ce sont les murs coupe-feu, parce que de plus en plus, on met des compresseurs dans des centrales d'air comprimé fermées et on les met entre murs coupe-feu parce que le compresseur est une source d'incendie dans une usine. Naturellement, on ne peut pas faire passer une gaine à travers des murs coupe-feu, ou du moins, il faudrait mettre une gaine avec des registres coupe-feu. Et là, on commence à gonfler l'investissement sur la gaine. Il faut qu'on fasse aussi attention, fait attention quand on met des gainages été-hiver aux polluants ambiants. Le compresseur doit respirer de l'air le plus frais possible. Donc, naturellement, on va mettre des registres d'insufflation à l'extérieur du bâtiment. On va créer des pollens, des choses comme ça. Et si on souffle dans l'usine, on va ramener des polluants dans l'usine. Donc, de plus en plus, on nous demande aussi de faire de la filtration dans ces gaines de transfert de calories. Et naturellement, la filtration, ça a aussi un coût et ça crée de la perte de charge. Donc, la gaine n'est pas forcément elle n'est pas faite pour faire de la récupération très loin. On ne peut pas amener les calories de façon très très loin dans une usine avec une gaine basique sur un compresseur. Donc, c'est là où on a l'avantage de mettre des échangeurs. C'est beaucoup plus facile de récupérer les calories au niveau de l'huile du compresseur pour le transférer sur un circuit d'eau. C'est très simple à mettre sur un auto de chaudière, par exemple. Et par contre, les échangeurs des constructeurs à mettre dans les machines, on n'optimise pas forcément le transfert de calories parce qu'on ne va pas forcément jouer sur le débit d'eau qui va être en face. Donc, si votre compresseur n'a pas un taux de charge bien défini, en fonction des périodes de la journée, il va beaucoup varier. Naturellement, vous n'allez pas récupérer de la même façon les calories qui vont en face. Et c'est là où va jouer aujourd'hui la récupération écosphère. Donc notre système plug and play, on va mettre directement sur le compresseur. C'est un échangeur, mais à l'intérieur, on a aussi une pompe de circulation intégrée qui est pilotée en fonction des sondes de température. Et on va transférer plus ou moins les calories en fonction du besoin de l'usine. Et on peut se mettre des rotors de chaudière, on peut créer des circuits avec des aérothermes en plus, par exemple. Donc l'écosphère va récupérer jusqu'à 72% des calories du compresseur. Donc c'est un compresseur de 100 kW, ça vous fait 72 kW de chaudière disponible dans votre usine. Et puis brièvement, on va parler du comptage, parce que c'est pas le tout d'avoir un bon ratio énergétique sur une centrale, mais le but c'est de pouvoir aussi le suivre.
Donc l'ADEME nous parle en termes de comptage qu'il faut effectuer des relevés réguliers avec un suivi d'indicateurs de performance. Le but, c'est d'avoir le meilleur ratio énergétique sur le compresseur et bien sûr vérifier les valeurs et les talons énergétiques. Donc on se met une valeur cible et il faut essayer de rester dans ce cadre-là. Parce que dans le temps, le ratio peut varier. Donc on en revient sur la classification du ratio énergétique et le but, c'est de remonter des éléments sur vos ordinateurs. Naturellement, il est important de pouvoir suivre sur une centrale le ratio énergétique. Donc là, sur le graphe en bas à gauche, vous retrouvez un ratio qu'on suit chez un client, par exemple, d'année en année. Donc là, on s'est mis une target à 116 Wh du mètre cube. On se rend compte chez ce client-là qu'en 2013, il était à 107 watts, en 2014 à 98, en 2015 à 108, en 2016-2017 à 110 watts du mètre cube. Donc c'est un ratio qui est suivi. Et si un jour on a une dérive, on sait intervenir pour le faire descendre ce ratio énergétique. De l'autre côté, il est important aussi de voir vos consommations d'air. On se rend compte sur le graphe en bas à droite, le niveau de consommation d'un client. Donc c'est le même client en l'occurrence, et on s'est rendu compte qu'en 2014, 2015, 2016, ce client-là était toujours sur une consommation d'air croissante, naturellement parce que ce client-là ne faisait pas de chasse aux fuites, par exemple, et des fuites qui prenaient de plus en plus d'ampleur dans l'usine. Naturellement, en 2016, on l'a accompagné pour faire une chasse aux fuites, et en 2017, il est arrivé sur un niveau de consommation bien plus faible, d'1 million de mètres cubes en moins en 2017, parce qu'on a fait ce suivi-là et qu'on a constaté une évolution de ses consommations d'air, alors que sa production ne changeait pas. C'était vraiment purement de la fuite. Et on voit en 2018, les consommations repartent à la hausse parce que les fuites ont tendance à revenir. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ces ratios-là, ce suivi-là, en continu. Comme ça, on peut voir tout de suite dès qu'on a un pic ou une dérive. Chez ce client-là, par exemple, on se rend compte de ce coup qu'on a un pic, une dérive d'un ratio énergétique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la centrale et il faut qu'on intervienne rapidement pour pouvoir solutionner le problème rapidement. Et tout ça, aujourd'hui, avec les moyens modernes et l'industrie 4.0, on le fait très facilement avec du comptage et de la mesure. Et chez nous, on a un produit qui s'appelle Airflow Connect, où on peut ressortir tous les éléments sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur, et mettre des alertes si on a des ratios qui se dégradent dans le temps. Et comme ça, on peut intervenir rapidement. On va faire aussi un bref passage sur les C2E. Ce sont les aides que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui pour pouvoir investir dans les systèmes d'optimisation. Les C2E, comment ça fonctionne? Simplement, c'est aujourd'hui, vous avez l'État qui définit des fiches de calcul et qui oblige des entreprises qui sont dans la fourniture d'énergie à accompagner leurs clients à faire des économies d'énergie. Donc, l'État définit dans des fiches qu'on appelle les fiches C2E, ce calcul-là, et l'obligé, donc l'industriel qui est dans la fourniture d'énergie, accompagne ses clients et valorise ces C2E-là en primes qui vont vous être restituées. En soi, dans l'air comprimé, on a 6 fiches, on va dire 7 fiches, une septième qui vient d'arriver, sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc, les fiches s'appellent IND comme industrie. Après, vous avez UT-102, 103, 114, 120, 122, 124, 134. Donc, c'est toutes des fiches qui ont été faites directement par l'administration. Et vous avez une fiche, par exemple, pour la récupération d'énergie sur les compresseurs. C'est-à-dire que vous avez touché une prime C2E pour ça. Vous avez une fiche sur les variateurs de vitesse sur les compresseurs, si vous achetez un compresseur à vitesse variable. Vous avez une fiche sur les compresseurs à basse pression. Si vous remplacez un compresseur qui était à haute pression par un compresseur basse pression, vous avez une utilisation à 2 bars, par exemple. Vous achetez un compresseur qui soit dédié à ça. Vous avez une fiche pour le traitement d'air, un sécheur par absorption, par exemple, à régénération externe, donc avec optimisation d'énergie. Vous avez une fiche aussi pour ça. Et la petite dernière qui vient de paraître, la 134, c'est la fiche sur le mesurage d'indicateurs, donc système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique. Donc lorsque vous faites un suivi de ratio énergétique, vous avez aussi une prime C2E pour ça. Donc naturellement, ces fiches, elles se présentent comme telles.
Donc c'est une fiche avec l'intitulé de l'État dessus, et dans les fiches on retrouve des systèmes de calcul, et on calcule en fonction de la situation des kilowattheures CUMAC, donc des kilowattheures cumulés actualisés. C'est-à-dire que combien ce système d'optimisation que vous allez mettre en place va vous faire d'économies de kilowatts sur cette durée de vie. Donc naturellement, là sur la fiche qu'on a sous les yeux, c'est pour la récupération d'énergie. En fonction si vous faites du chauffage de locaux ou si c'est de la récupération sur un procédé industriel, en fonction si vous tournez en un poste, deux postes, trois postes ou 24-24, en fonction de votre zone climatique, vous avez tout un calcul à faire, à multiplier par la puissance de l'échangeur de récupération, et ça vous donne un montant de kilowattheure CUMAC. Et ensuite, ces kilowattheures CUMAC. Pardon, c'est juste signaler qu'il est déjà 2h15. Donc, concernant les fiches de ces 2 heures, on enverra les liens aux participants, puis ils pourront voir le contenu précis de ces fiches. Je vous propose d'enchaîner sur les success stories. Pour qu'on ait le temps. On va finir également. Les stories simplement. On enverra les fiches par mail, je pense que c'est plus important. Donc, on va passer directement sur les success stories. En success story, par exemple, nous, on a accompagné l'entreprise Schaeffler, qui est une entreprise qui conçoit et fabrique des composants de précision. L'entreprise Schaeffler est très regardante sur l'économie d'énergie, justement. Ils ont une politique d'économie qui est très forte. Et simplement, c'est une entreprise qu'on a accompagnée avec l'écosphère, donc la récupération d'énergie, qu'on a mis en place chez eux. En soi, on a pris le projet clé en main, c'est-à-dire qu'on a fourni les récupérateurs, on les a installés, mais on a aussi installé le système de récupération de chaleur en mettant des batteries de chauffage, en installant des gaines circulaires, des ventilateurs, tout ce qui va avec ce système-là. Et le client fait des économies de chauffage directement, de l'ordre de 35 000 euros minimum en fonction des hivers. Il peut monter jusqu'à 69 000 euros par an d'économie de chauffage. Donc en soi, un écosphère a été l'installation de tout le système a un retour sur investissement inférieur à 2 ans. Donc la récupération d'énergie est un axe fort. Je vous ai mis aussi une deuxième success story chez notre client Arconic, qui est vraiment lui axé Industrie 4.0 et connecté. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de métaux légers. C'est un fournisseur de premier rang dans le domaine de l'aéronautique. Il travaille maintenant pour Airbus par exemple, ou des acteurs de ce rang-là. C'est un industriel qui a 13 usines en France, qui est présent dans 21 pays, qui compte plus de 3000 collaborateurs. Et c'est une entreprise justement qui a besoin de se concentrer sur son activité à elle et qui a externalisé totalement la production d'air comprimé. Donc nous, Airflux, on a intervenu chez ces gens-là pour mettre une centrale d'air comprimé à disposition avec la vente au mètre cube de l'air comprimé. Et simplement, on leur garantit le meilleur ratio énergétique en permanence avec différents déclenchements de compresseurs, un pilotage intelligent de leur centrale d'air comprimé, et on a optimisé aussi l'ensemble de la centrale avec des compresseurs à bon ratio énergétique, en limitant aussi les pertes de charge sur le réseau. Et ils ont une connectivité en permanence avec Airflux Connect pour avoir leur ratio en permanence, et dès qu'il y a une dérive, ils sont au courant des dérives. Donc voilà, simplement, on va passer assez rapidement sur ces points-là. J'espère, c'est assez complet, mais on peut encore faire pas mal de choses en termes d'optimisation. On a vu sur les fiches ADEME qui sont quand même très très complètes. Mais on pourra échanger et discuter après par email si vous voulez pour échanger sur des points particuliers dans l'optimisation. Alors je ne sais pas, du coup, vous avez quelques questions à faire remonter, que peut faire remonter par le chat, par exemple. On a eu quelques questions. On a eu quelques questions, en effet. Donc, allez, je commence par la question de Patrick Pichon. Je ne sais pas si vous avez répondu, mais donc Patrick disait, pour l'instant, on parle de débit, mais un réseau d'air doit sortir. Alors, attendez, parce que ça bouge en même temps, j'ai d'autres questions qui arrivent. Donc, mais un réseau d'air doit sortir également une pression. Comment fait-on le lien entre puissance, débit et pression?
Alors, on va dire qu'ils sont très complexes. Simplement, la pression, naturellement, c'est ce qu'on va. Il faut dimensionner une centrale d'air comprimé par rapport à la pression que vous avez vraiment besoin. Donc, déjà, en soi, il faut aller acheter des compresseurs 10 bars ou 8 bars en fonction de vos besoins d'air. Et la puissance et le débit vont être un élément lié en soi, vu qu'on parle d'un rendement, un watt par mètre cube. Donc, comment on veut consommer d'énergie pour faire un mètre cube d'air. Après, en soi, il faut vraiment, ces trois éléments qui sont liés, mais la pression, il faut essayer de la travailler différemment, dans le sens que on se demande une pression minimale pour l'usine. Après, nous, on va essayer de travailler sur le ratio énergétique entre la puissance absorbée et le débit sorti des compresseurs. En soi, si la question est vraiment plus pointue ou particulière, il faudra peut-être me la faire passer par mail que je puisse vous répondre particulièrement là-dessus. Alors ensuite, une question d'Éric Berger. Question, donc comment quantifier fiablement en mètre cube, par exemple, une ou des fuites d'air? Alors, comment quantifier des fuites d'air? Alors, soit par la mise en place d'un audit sur votre usine, on arrive à le voir, vous, en tant qu'utilisateur dans votre centrale, si vous avez un moment où vous avez un arrêt d'usine, il faut laisser tourner les compresseurs avec l'usine à l'arrêt. Et là, vous allez voir le taux de charge de vos compresseurs, vous faites son taux de charge, donc vous allez quantifier la consommation de vos compresseurs liée à la fuite. Et c'est comme ça que vous allez savoir, vous faites le rapprochement entre le débit maximum de votre compresseur et son taux de charge, et vous avez du coup votre mètre cube, enfin votre cubage de fuite de l'usine. Je ne sais pas si c'est assez clair. Monsieur Berger a reformulé sa question entre-temps. Donc, avec un appareil de détection de fuite, comment quantifier fiablement en mètre cube, par exemple, une ou des fuites d'air? Avec un appareil de détection, les détections ultrasons permettent, en fonction du niveau sonore émis par la fuite, de la quantifier. Alors, ce sont toujours des domaines, enfin, c'est représentatif, mais c'est pas fiable à 100%. C'est qu'on peut cibler les fuites plus ou moins grosses. On va mettre des débits théoriques qui vont être liés à ce niveau sonore. On n'aura jamais une précision vraiment au mètre cube près en fonction du bruit qui est généré par la fuite. Ok, merci. On a deux questions de Jean et Vin. Qu'est-ce qu'un séquenceur et est-ce comme une horloge? Non, on a différents. Alors, les séquenceurs, il y a différentes façons, on va dire, quand on parle de séquenceurs. On va plutôt parler même de box de pilotage. Vous avez des séquenceurs simplement pour faire de l'horloge. Ça, c'est le basique. Et ceux-ci, par exemple, ne sont pas primés au certificat d'économie d'énergie. Par contre, vous pouvez avoir des séquenceurs aujourd'hui d'optimisation. Vous mettez des compresseurs de toute taille dans une centrale. Vous mettez un séquenceur qui pilote la centrale au complet. Et le séquenceur sera démarré ou arrêté, les compresseurs le mieux taillés pour le besoin d'usine. Et ainsi, vous allez optimiser le ratio énergétique et ces séquenceurs-là sont primés aux économies d'énergie. Ok, je continue. À partir donc une question de Patricia Dufournet. À partir de quelle puissance de compresseur est-il pertinent de faire de la récupération de chaleur? Alors, vraiment, de façon pertinente, là, avec ces deux heures qui sont montées vraiment en flèche en 2019, plus ça va, plus on peut le faire sur des petites centrales. Naturellement, je dirais aux alentours de 15 à 22 kW, ça commence à être pertinent de le faire. Tout va dépendre surtout du fonctionnement de l'usine. C'est-à-dire que si on a un 15 kW qui tourne 24 heures sur 24 et qui ne s'arrête jamais, c'est plus intéressant de faire de la récupération dans cette situation-là que sur un compresseur qui est de 30 kW, le double, mais qui tourne que 2000 heures par an. Donc en fait, en soi, il y a à la fois la puissance du compresseur, et il y a aussi à la fois le taux de fonctionnement du compresseur qui est important à prendre en considération. Mais considérez qu'à partir de 15 kW, il y a des récupérateurs qui sont vraiment pas chers aujourd'hui à mettre en place sur vos compresseurs, ça vaut le coup de le faire. Ok, merci. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais peut-être le temps qu'il y ait d'autres questions. Moi, j'en avais noté une.
Oui. Quelle est la différence de coût entre un compresseur tout ou rien et un compresseur vitesse variable? Est-ce que c'est vraiment notable? Oui, c'est notable. Après, tout va dépendre de la taille du compresseur. Prenons par exemple sur un compresseur de taille de, on va dire, un 55 kW. Sur un 55 kW, le variateur de vitesse va peser peut-être pour 10 000 euros à peu près, dans cet ordre de prix-là, sur un compresseur qui en fait à peu près, on va dire, 30 000 euros au prix d'achat. Donc ça va faire un quart du prix supérieur à rajouter. D'accord, Après, tout va dépendre bien sûr de la taille. ça peut aller jusqu'à 25% de surcoût alors à peu près? Enfin, Ouais, plus de 20% de surcoût, oui, c'est sûr. d'accord. Après, toujours pareil, comment savoir si il faut investir dans un variateur de vitesse ou pas? Ben, ça dépend aussi du taux de charge de l'usine. Toujours est-il, j'ai des clients qui ont des 200 kW en tout ou rien, mais par contre qui sont très bien chargés et ça ne leur pose pas du tout de problème. Ce n'est pas viable d'acheter un variateur de vitesse. Inversement, il y a des petites entreprises où sur un 9 kW, ça vaut le coup de mettre un variateur de vitesse. Donc, ça s'étudie au cas par cas. Justement, un bon taux de charge, c'est de quel ordre de grandeur pour un compresseur tout ou rien? Ben, sur un compresseur tout ou rien, si on atteint les plus de 80% de charge, on est sur un beau taux de charge. Donc, c'est pas forcément viable de mettre un variateur de vitesse. Euh, Après, ce qui est difficile à quantifier, c'est naturellement quand vous avez plusieurs postes, il y a des postes à faible consommation et des postes à forte consommation. Et peut-être sur certains postes, on peut faire des économies avec une variable et pas sur d'autres postes, quoi. Oui. Donc, comment savoir justement, enfin, j'ai le cas d'une entreprise qui a investi récemment dans un compresseur tout ou rien, mais qui a un faible taux de charge, 40%. Du coup, quand l'investissement est fait, il n'y a plus de moyen de revenir en arrière. On ne peut pas installer juste un variateur de vitesse. Alors si, ça se fait, on l'a eu Ça se fait. fait. Rajouter des variateurs de vitesse sur des compresseurs tout ou rien existants. Ça demande quelques modifs quand même à faire, surtout pour la ventilation du compresseur, mais naturellement, ça se fait. Euh, Toujours est-il, dans ces cas-là, souvent, ce qu'on arrive à faire et qui est plus facile à mettre en place, si le compresseur est assez récent, nous, on est en mesure de racheter le compresseur et mettre une solution en place optimisée, alors avec variateur ou peut-être avec une autre solution, hein. Et par exemple, si on met ces solutions-là en leasing, en crédit bail, donc avec un loyer plutôt qu'un investissement, ben, l'économie d'énergie va être plus importante que le loyer qu'on va générer pour l'investissement de ce matériel-là. Et souvent, ça peut passer sur l'industriel. Ils ont leur machine qui est en cours d'amortissement, mais simplement on va la sortir et la revaloriser. Et de côté, on va quand même faire des économies d'énergie avec du matériel neuf et adapté. Ça peut se faire. D'accord. Du coup, on voit aussi que votre métier d'expert en air comprimé évolue aussi. Vous passez de vendeur de matériel à vendeur de solutions, finalement, apporteur de conseils et de solutions pour fournir de l'air comprimé à vos clients. C'est sûr. Alors, c'est vraiment l'évolution de notre métier sur ces 20 dernières années. Autant avant, on était oui, vendeur de compresseurs, vulgairement. Aujourd'hui, les industriels ont beaucoup plus d'attentes sur l'optimisation, sur le suivi, sur le pilotage. Et c'est bien un métier de plus en plus complexe quand on vient piloter plusieurs technologies de compresseurs, par exemple, pour essayer d'avoir le meilleur ratio énergétique, vu que le but est vraiment d'optimiser et de faire des économies d'énergie. Et de plus en plus, vraiment, nos clients nous demandent ce qu'on appelle l'externalisation. Donc, nous, on met à disposition une centrale d'air comprimé chez le client. On fait en sorte qu'elle utilise le meilleur ratio énergétique possible. Très bien. Écoutez, je vous propose de clore cette partie échange et questions pour rebasculer en fait sur le planning des prochains événements. Donc, vous aurez les coordonnées de Monsieur Montélimar si vous avez éventuellement d'autres questions. Et donc, moi, je rebascule pour vous montrer ce qu'on a prévu pour la suite. On a eu une question sur est-ce que vous prévoyez un webinaire sur la filtration en agroalimentaire? Alors, non, pour le coup, ce n'est pas une thématique qu'on avait identifiée. Par contre, voici ce qu'on a prévu pour les prochains mois. Donc, on va vous parler au mois d'avril de performance énergétique en entreprise. Au mois de mai, on fera un focus sur la récupération de chaleur.
Au mois de juin, on vous parlera de toutes les aides financières mobilisables, hein, pas que les certificats d'économie d'énergie. Et en septembre, on a prévu de parler de maîtrise des consommations. Et également, pour votre information, je vous ai indiqué 2 autres webinaires qui ont lieu là, dans les prochaines semaines et qui éventuellement peuvent vous intéresser. Un webinaire lundi prochain sur la mobilité des salariés, comment changer les comportements. Et le 22 mars, un webinaire sur les biodéchets et le don alimentaire. Voilà. Alors, hop. Normalement, vous deviez avoir nos coordonnées, mais c'est pas grave. Vous les aurez sur les documents. On vous remercie en tout cas pour votre attention et pour toutes les questions posées qui étaient vraiment intéressantes. On remercie Monsieur Montélimar également pour toute la préparation et la présentation de ce diaporama. Et puis, Merci à vous. on vous souhaite un bon après-midi et au plaisir de vous retrouver sur un autre événement. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si on a arrêté en même temps, Cathy.